Mais bonsoir, vous êtes à la table de rencontre. Il est un petit peu tard déjà, d'habitude je suis couché depuis 1 heure. Mais ce soir je vais faire une exception. Bonsoir, vous êtes à la table de rencontre et il est 20h30 un vendredi soir, donc vous rassurez-vous, on n'est pas couché tout de suite. On vous retrouve aujourd'hui pour une superbe partie en compagnie de Tony, qui va revenir un petit peu dans ses territoires conquis après une escapade Doctor Who-esque la semaine dernière, car ce soir nous faisons du Donjons et Dragons. Voilà, on a choisi l'originalité. Mais on fait quand même du Donjons et Dragons à notre sauce, c'est-à-dire que on vous propose quelque chose d'un peu différent. C'est une partie d'initiation, c'est-à-dire que nous avons avec nous Chat et Vilmo. Salut. Salut, Qui contrairement aux membres fondateurs de la table de rencontre, ne sont pas des grands experts de Donjons et Dragons. Alors vous y avez déjà joué, je le sais. Je crois avoir même joué avec peut-être au moins Chat. Ah non, j'ai pas joué avec toi, mais je sais que tu as joué sur des trucs. Je sais qu'il y a eu des histoires de Donjons et Dragons avec des raptors. Et voilà. Ah oui. Donc, ouais, Si, sur Strad, et sur Strad aussi. Donc, tu n'es pas une totale débutante, mais voilà, t'es pas une experte de ouf, quoi. Oula non. Et Vilmo, alors par contre, tu ne connais pas ton background en termes de Donjons et Dragons. Non, bah, j'en ai fait un petit peu, ouais. J'ai commencé à Pathfinder, donc les chiffres de partout sur la fiche, ça va, mais effectivement, j'ai pas eu l'occasion de le jouer suffisamment longtemps en RP que je vais me foutre. Très bien, donc il y a quand même voilà, un petit... Il y a des choses qui vont être apprises ce soir. Et alors, bon, pour le coup, moi, je joue à Donjons et Dragons depuis, j'en parlais tout à l'heure, depuis 15 ans. Mais aujourd'hui, je vais jouer moine en DD5. Et j'ai jamais joué moine en DD5. Voilà. Donc, ça reste quand même de la découverte pour moi. Je disais que j'ai joué moine en 3.5. Mais c'est vieux tout ça. Ça remonte. Voilà, il est temps que je laisse le MJ faire son office et que je me taise à jamais. À jamais, peut-être pas. À jamais, peut-être pas, mais en tout cas, je vais laisser la parole à Tony. Yes, merci pour cette intro. Alors, j'espère que tout le monde va bien ce soir. Cette session est effectivement une session d'initiation et plus précisément, c'est la continuité de la session qu'on avait fait il y a quelques temps avec Doc, avec Riley, avec Calu, avec Hello. Et où ils avaient joué des personnages niveau 1 dans une petite aventure assez courte. Et donc ce soir, on va avoir des personnages niveau 2. Nous allons partir du principe que tout ce qui a été abordé pendant cette première session est entre guillemets acquis. Il y a des choses sur lesquelles on reviendra évidemment, mais grosso modo, on va essayer d'avancer un petit peu et de parler un peu d'autres choses, d'aller un petit peu plus profondément dans certains aspects du système. Et on a notamment deux de nos personnages sur 3 qui sont des classes qu'on n'avait pas vues dans la première session. Voilà. Donc en gros, c'est mieux si vous avez vu la première session avant de voir celle-ci, mais ce n'est pas indispensable. Ceci étant dit, donc on va prendre un petit temps pour parler un petit peu système, pour parler des personnages que nous allons pouvoir voir ce soir. Et ensuite, on commencera notre petite aventure one-shot qui promet déjà d'être exceptionnelle. Dès la conception des personnages, c'était déjà très très barré. Oui. Alors, ce qui est intéressant là, dans la mesure où on va jouer des personnages niveau 2, c'est que, évidemment, Donjon étant un jeu très technique et très axé d'une part sur le combat, mais aussi sur le développement et la personnalisation du personnage. Et les personnages, je l'avais mentionné, vont théoriquement, potentiellement, du niveau 1 au niveau 20. On peut commencer plus tard et il existe des modes un peu spéciaux qui permettent d'aller au-delà du niveau 20, mais théoriquement, c'est le maximum. Quand un personnage atteint le niveau 20, déjà, ça veut dire qu'il a fait 4 ans minimum de campagne en temps réel, mais ça veut aussi dire qu'il a atteint un niveau de puissance comparable à celui, peut-être pas d'un dieu, mais en tout cas de créatures très très mythiques et très très balèzes. Niveau 20, c'est complètement débile en termes de pouvoir. On avait d'ailleurs fait un petit one-shot niveau 20 avec Momo et avec Doc et avec Harlock, et c'était très très cool. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir des brouettes de dés. Ce fameux moment où tu utilises un sort de niveau 9 pour faire diversion. Oui, par exemple. Le niveau 9 de sort étant le maximum, au passage.
Le truc puis s'appelait on a Tempête de les... feu quand même, tu vois. Ou Oui, Chute de météore, je sais plus lequel c'était, mais Je crois que ça fait diversion. ça fait ça, diversion, ça a ouais. fait diversion. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on monte de niveau? Alors, quand on monte de niveau, il y a des choses qui sont communes à toutes les classes et il y a des choses qui sont spécifiques à chaque classe. Je rappelle qu'il y a 12 classes dans le jeu. Je ne vais pas revenir dessus, on les avait abordées chacune lors de la vidéo précédente. Ce qui est commun à tous les personnages, c'est que on va avoir notamment les points de vie qui vont augmenter. Le maximum de points de vie va augmenter. Les personnages sont de plus en plus résistants, ils ont de plus en plus de points de vie. Et donc, la manière dont on va faire ça, c'est que on va lancer un dé de vie dont la valeur va varier selon la classe. Hein, ça peut aller du D6 au D12. Et on va rajouter à ce résultat le modificateur de constitution. On avait vu qu'il y avait 6 caractéristiques pour chaque personnage: la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. La constitution, c'est ce qui définit les points de vie et ce qui définit également l'augmentation de points de vie à chaque niveau. Donc en fait, quelque part, votre modificateur de constitution, vous le réutilisez à chaque fois que vous prenez un niveau pour l'ajouter à votre total de maximum de points de vie. Et donc le dé, et ben, ce soir, on a un spoiler, on a un magicien et une ensorceleuse qui ont un D6, c'est ce qui est le plus petit, parce que ce sont des classes de personnages qui ne sont pas du tout résistantes physiquement. Et on a un moine qui a donc un D8, c'est un petit peu mieux. Pour info, on a ensuite Bien, le mais pas top. D10 qui est réservé aux guerriers et aux paladins, et aux rôdeurs, je crois, et le D12 qui est exclusivement réservé aux barbares, parce que c'est le sac à PV de service. Donc ça, c'est la première chose. À chaque niveau, on va avoir cette augmentation. Et on a après, effectivement, des règles spécifiques qui permettent de modifier un petit peu ça. Et on va avoir des capacités spéciales pour chaque personnage qui dépendent de leur classe. Ça, on va voir ce que nos 3 personnages peuvent faire au niveau 2 ce soir. Comme je ne sais pas si on fera ou non la suite de ces initiations, je vais très rapidement parler des niveaux 3 et 4 de manière très très générale. Pourquoi? Parce que au niveau 3, les classes qui ne l'avaient pas encore fait débloquent leurs sous-classes. Je rappelle qu'il y a 12 classes principales qui déterminent comment un personnage est censé gérer une aventure en termes de capacité, de ce qu'il est capable de faire, même si évidemment chaque archétype peut varier. Et chaque archétype peut notamment varier en fonction de ses sous-classes. Une sous-classe, c'est une spécialisation d'un archétype. Donc, il y a des barbares qui peuvent être encore plus bourrins ou plus subtils, ou des sous-classes spécialisées pour contrer la magie, etc. Et donc, certaines classes développent leur sous-classe dès le niveau 1, d'autres au niveau 2, et les autres au niveau 3. Au niveau 3, normalement, tout le monde a sa sous-classe. Donc ça, c'est un événement important, la sous-classe, parce que ça donne des capacités supplémentaires. Un barbare a une sorte de tronc commun, donc tous les barbares ont les mêmes capacités, mais les sous-classes vont apporter des capacités supplémentaires qui vont venir s'ajouter à ça et qui vont plus ou moins bien servir un type de jeu, notamment en combat, mais pas seulement, puisqu'on a des classes qui sont également très très fortes en RP ou en exploration ou autres domaines hors combat. Et donc, le niveau 4, pour finir, et ce qui correspond au premier, pas niveau, mais au premier, Palier un en peu. anglais, tier, à la première catégorie, on va dire, de jeu. Dans Donjons et Dragons, il y a le niveau 1 à 4, où les personnages commencent un peu leur aventure. Niveau 5 à 8, je crois, où ils commencent à devenir très très balèzes, ou peut-être 9. Bref, c'est découpé en 4 ou 5. Et donc, à chaque fois, on a des catégories où les personnages sont de plus en plus puissants. Le niveau 4, qui vient donc clore cette première catégorie, le niveau 4 est également très important. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a l'augmentation de caractéristiques. L'augmentation de caractéristiques, c'est ce qui va permettre, comme son nom l'indique, d'améliorer les caractéristiques, qui sont donc les 6 qu'on avait notées, et qui sont comprises entre 1 et 20 théoriquement, dans les faits plutôt entre 8 et 15 ou 16 au début. Et ces caractéristiques vont déterminer un modificateur, qui va donc être compris entre -1 et +3, 4 en général. Et donc, c'est ce qui va, grosso modo, déterminer toutes les capacités techniques d'un personnage. Ses compétences, ses jets d'attaque, tout ce qu'il va pouvoir faire découle de ces 6 caractéristiques que l'on détermine un peu comme on veut au début, lors de la création de personnages. Et ce soir, ils ont créé leurs personnages. Ce ne sont pas des pré-tirés, ce sont des personnages créés par les joueurs et joueuses.
Mais également, au niveau 4, donc, en l'occurrence, toutes les classes au niveau 4 peuvent augmenter leurs caractéristiques en ajoutant +2 dans une de ces caractéristiques ou +1 dans 2 caractéristiques différentes. Ceci afin d'augmenter leur modificateur et donc par-delà toutes leurs capacités. Donc augmenter leur jet d'attaque, par exemple, ils vont avoir +6 au lieu de +5 pour toucher, ce genre de choses. Donc l'augmentation de caractéristiques, c'est très important pour un personnage. Et on a une règle alternative qui permet, au lieu d'augmenter ses caractéristiques, de prendre un don. Voilà, je ne ferai pas la liste des dons. Grosso modo, c'est des techniques très spéciales qui viennent se rajouter à ce qu'un personnage sait déjà faire. Donc voilà pour ça. Ça donne un petit peu une idée de comment se passe l'évolution d'un personnage sur le moyen terme, en tout cas. Je ne rentrerai pas du tout dans les détails du multiclassage. Ça, peut-être si on fait une vidéo avec des persos de niveau 3, j'en parlerai. Mais sachez qu'il y a moyen de jouer plusieurs classes dans un même personnage, un personnage qui se diversifie dans ses capacités. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent, soit dans le chat, soit parmi les joueurs et joueuses? Avant qu'on passe à la suite. Alors, ce qu'on va voir ce soir avec vos personnages, et ce sur quoi je vais revenir un petit peu plus spécifiquement, c'est d'une part les sorts, puisqu'on avait assez peu de lanceurs de sorts lors de la première session. On avait uniquement un sorcier, si ma mémoire est bonne, et un paladin, qui est un demi-lanceur de sorts. Mais ce soir, on a un ensorceleur et un magicien. Une ensorceleuse et un magicien, qui sont 2 classes de full caster, parmi les plus puissantes du jeu. Et donc, ça devrait être assez intéressant de voir ça. Donc les sorts, on en avait vaguement parlé la première fois. Je vais donner quelques petites généralités supplémentaires. Les sorts sont très très variés. Il existe des centaines de sorts différents. Et ils sont rangés en fonction de leur puissance par niveau. On a les sorts de niveau 1, entre guillemets, enfin de niveau 0, pardon, les sorts de niveau 0 qui sont les sorts mineurs ou les cantrips ou les tours de magie selon la version de la 5e qu'on utilise. Ce sont des sorts qu'on peut lancer à volonté. On peut les lancer autant qu'on veut, ça ne consomme rien, autre que le temps de les lancer. Donc voilà, c'est très facile et les lanceurs de sorts peuvent les lancer à volonté. Et après, on a les sorts de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, etc. Ça va jusqu'au niveau 9. Et donc, au fur et à mesure de son évolution, dont on parlait tout à l'heure, les personnages vont pouvoir lancer des sorts de niveau de plus en plus puissants. Et donc, on a d'une part, et là on rentre un peu dans les détails techniques, je vais essayer de ne pas y passer trop de temps, mais c'est important parce que c'est souvent assez perturbant quand on commence. Et donc, un petit conseil, ne commencez pas donjon avec un lanceur de sorts, ça peut être compliqué. Mais du coup, il y a 2 choses différentes. Vous avez d'une part les sorts que vous connaissez, les sorts que vous êtes capable de lancer, et d'autre part, vous avez vos emplacements de sorts qui sont des charges, qui sont des munitions, qui sont le nombre de sorts que vous allez pouvoir lancer pendant une journée. Et une fois que vous avez dépensé toutes ces charges, vous devez vous reposer, faire un repos long pour pouvoir à nouveau lancer des sorts. Et donc, il faut bien faire la différence entre ces 2 choses-là, parce que quand vous démarrez votre personnage au niveau 1, votre personnage de full lanceur de sorts, vous connaissez un certain nombre de cantrips, vous connaissez un certain nombre de sorts, et vous avez un certain nombre d'emplacements de sorts. Mais il ne faut pas mélanger ces 3 choses-là. Par exemple, si vous connaissez 3 sorts différents, le sort A, le sort B et le sort C, et que par ailleurs vous avez 3 emplacements de sorts, donc 3 lancements de sorts par jour, vous n'avez pas juste un lancement par sort. C'est pas, vous pouvez lancer le sort A et le sort B et le sort C et c'est tout. Vous pouvez lancer 3 fois le sort A si vous voulez. Il faut bien faire la différence à ce niveau-là. Mais une fois que vous aurez lancé 3 fois le sort A, vous avez cramé toutes vos munitions et vous ne pouvez pas lancer de sort quel qu'il soit. Voilà pour ça. Donc ça, c'est très important. Et s'il y a d'autres détails spécifiques à nos personnages, je reviendrai dessus à ce moment-là, pour pas trop m'égarer. Et je vais également parler très très rapidement en termes d'économie d'action. Je crois qu'on avait évoqué, oui, on avait fait un combat, donc on avait forcément évoqué ça. Mais grosso modo, dans Donjon, lors d'un tour de combat, un personnage peut faire, on va dire, 4 choses. Il peut faire une action bonus, un déplacement et une action libre.
Action libre, c'est juste parler ou ramasser un objet par terre, c'est un truc qui se fait rapidement, qui ne demande pas d'effort ou de temps particulier. Un déplacement, il va pouvoir avancer d'autant que sa vitesse. Je rappelle aussi que dans Donjons et Dragons, la vitesse est exprimée en mètres ou en feet. C'est une distance. Ça correspond à la distance qu'un personnage peut parcourir pendant un tour de combat. Un tour de combat fait 6 secondes. Donc les personnages, en général, peuvent faire 9 mètres en 6 secondes. C'est pour ça que c'est une vitesse en quelque sorte. Ramener à ça, ça exprime une vitesse. Et donc ce déplacement, ils peuvent le faire au début, à la fin, au milieu de leur tour. Ils peuvent le fractionner comme ils veulent. Ils peuvent faire 1 mètre, faire une attaque, refaire 1 mètre, faire autre chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, ils sont limités à leur vitesse. Ils ne peuvent pas faire plus de 9 mètres pendant leur tour. L'action, c'est ce qui sert à faire quasiment tout ce qui va être important dans le jeu. L'action, ça peut être faire une attaque avec une arme, ça peut être lancer un sort, ça peut être ce qu'on appelle l'action foncer ou se précipiter, qui consiste à faire un déplacement supplémentaire. Donc là, je suis déjà en train de contredire ce que j'ai dit il y a 5 secondes, parce qu'on passe son temps à se contredire avec les règles, parce qu'il y a toujours des petites spécifications supplémentaires qui viennent préciser les choses. Et d'ailleurs, dans l'intro de tous les bouquins de règles de donjon, ça précise bien que le spécifique prime sur le général. On va énoncer un certain nombre de règles qui vont s'appliquer globalement, mais il y aura tout le temps des petites règles spécifiques à une classe ou à une race ou à une catégorie de jeu qui va contredire la règle générale et qui prendra l'ascendant dessus. Et donc, l'action peut permettre également de se déplacer. Ce qui veut dire que si on utilise son action pour ça, on peut faire l'équivalent de 2 déplacements au cours d'un tour, et donc faire 18 mètres pour un personnage qui a 9 mètres de base. Et donc l'action peut servir également à faire plein d'autres choses, peut servir à se cacher, peut servir à aider un camarade, etc. Mais le plus souvent, ça va être faire une attaque, que ce soit une attaque avec une arme ou une attaque magique. Et l'action bonus pour finir, ce qui est le plus tricky en général, l'action bonus, il faut comprendre que c'est une manœuvre qui va nécessiter une certaine facilité. Faut que ça se fasse rapidement, une action bonus. C'est pas une deuxième action. On ne peut pas utiliser son action bonus pour lancer à nouveau un sort ou pour refaire une attaque avec une grosse hache. C'est pas possible. Une action bonus, ce n'est possible de faire que des choses qui sont prévues pour être faites en action bonus. Là, c'est en l'occurrence une règle spécifique. On a par exemple une règle qui dit que quand on a 2 armes qui ont la catégorie légère et qu'on fait une attaque en action avec l'une de ces armes, on peut utiliser son action bonus pour faire une attaque avec la deuxième arme. Ça, c'est autorisé, on peut le faire, à condition de bien respecter ce que j'ai précisé, notamment la propriété légère de l'arme. On a également certains sorts où c'est précisé qu'ils peuvent être lancés en action bonus. D'accord ? Le sort, j'en sais rien, bouclier de la foi, du clerc, c'est un sort en action bonus. Ça veut dire qu'il peut le lancer sans utiliser son action, en utilisant son action bonus. Et là, je vais finir là-dessus pour l'instant, parce que je suis déjà trop rentré dans les spécificités. Là, vous allez me dire, mais alors ça veut dire qu'on peut utiliser son action bonus pour lancer bouclier de la foi, et donc augmenter sa CA, sa capacité de défense, et ensuite lancer une boule de feu, ou puisqu'on parle de bouclier de la foi, c'est plutôt un clair, donc mettons un rayon traçant avec son action. Non, trop facile. Il y a des règles qui viennent en plus délimiter l'utilisation de l'action bonus dans le cadre des sorts. Quand on lance un sort avec une action bonus, on ne peut pas lancer d'autres sorts, à l'exception d'un tour de magie, en action. Donc si un clerc lance un bouclier de la foi avec son action bonus, c'est super, il a gardé son action pour faire autre chose, mais ça veut dire qu'avec son action, il pourra uniquement lancer, par exemple, un glaive funèbre, qui est un cantrip qui fait des dégâts, ça fonctionne très bien, mais il ne pourra pas utiliser un sort de niveau 1 ou plus, parce qu'il a utilisé son action bonus pour lancer déjà un sort de niveau 1 ou plus. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les règles générales. Ça fait déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou pendant le jeu, encore une fois. On va essayer de faire le scénario et on va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, même si on sait toujours que ça a tendance à dévier. Mais c'est une partie d'initiation. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions, à interrompre les choses si vous n'avez pas compris un truc. Là, le but, c'est vraiment d'apprendre à gérer ce système, qui est un petit peu complexe. On va maintenant parler de vos personnages. Alors, qui souhaite commencer ?
Là, en l'occurrence, comme vous les avez créés, c'est pas des pré-tirés, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de vos personnages parce que tout l'intérêt, c'est pas seulement d'établir un build qui est une concaténation de capacités et de pouvoirs, c'est de créer un personnage qui a une histoire, qui a une manière de voir le monde et qui va réagir de manière parfois imprévue à certaines situations. Je peux commencer si vous voulez. Allez, Ok. on t'écoute. Donc, alors, je sais Qui est pas ton si t'as personnage? je sais pas si tu vas faire du switch, switch d'écran ou Normalement, voir S'il y maintenant a ou quelque tu peux chose, s'il y a arriver. quelque chose à montrer, oui. Mais Tu peux nous montrer sa fiche normalement avec le stream, je crois que tu y as accès. non, j'ai accès à rien sur le stream. D'accord, ok, je vais te le donner. Mais du coup, pendant ce temps, je Dim. vais pouvoir le décrire un petit peu. Vous allez très vite voir une petite thématique, mais du coup, je joue alors pas encore le père, mais du coup juste Germain Choucard, qui est donc le magicien, cette petite bande de joyeux lurons. Et voilà, donc je fais partie de ces masochistes qui décident de jouer un magicien dès leur première partie. L'idée, c'est surtout que c'est la première fois que je joue un magicien sur une vraie table 5, donc j'en profite. Et donc cet ami Germain, sa petite particularité, c'est qu'il est assez âgé. Son petit niveau 2, il l'a eu, par de longues années d'expérience, hein, sa profession puisque, parmi les cancres de sa promotion, à un équivalent de l'Akadama ou des temples, alors il est plutôt du clergé dogma qui est le dieu de l'écriture, de la connaissance, et cetera. C'était pas un bon Germain, quoi. Il a galéré, il a eu son diplôme, comme il pouvait, ce qui fait qu'en fait, voilà, l'aventure, c'était peut-être pas forcément la meilleure chose pour lui, donc il s'est retrouvé dans un petit patelin, c'est le bourg de Villemotte. Celui-là, je le réutilise souvent, mais c'est un coin tranquille, qui, voilà, où les gens sont sympas, où les peintes sont bonnes, et c'est surtout un coin assez loin des grandes villes, donc qui a facilement besoin d'un bon petit magicien pour soigner les biquettes, et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était la vie de notre ami Germain, avant que les aventures qu'on va vivre ne tombent dessus, mais voilà. Et de manière un peu plus, alors je vais dire méta, l'idée c'était de sortir peut-être un peu, enfin un peu mais pas trop, hein, des sentiers battus du magicien qui est quand même, je crois, la classe qui fait vraiment beaucoup de dégâts, qui peut être très, très destructrice. Je vais garder le projectile magique parce que ça, je vais m'amuser avec, c'est le meilleur sort du jeu. C'est celui qui fait pas faire de jet pour toucher, donc on est trop heureux. Mais c'est surtout, il va être un petit peu orienté, je dirais, utilitaire, il va faire la popote. C'est un petit peu comme c'est un humain, il a quelques talents, ça on en parlera peut-être un peu plus quand on va arriver au premier matin et que je vais essayer de faire jouer mon truc et faire marcher mon build. Mais l'idée, ouais, c'est d'avoir vraiment des talents pour parler plusieurs langues, pour potentiellement se déguiser ou autre. C'est plutôt ça, les sortilèges qu'il apprend. Invoquer des chats parce que c'est mignon et c'est fluffy. Hem Et comme le disait Tony tout à l'heure, c'est un magicien de niveau 2 et c'est dès le niveau 2 que le magicien apprend son archétype. Et donc pour le magicien, en fait, il va choisir une des 12, je crois, écoles, heu, alors ça, c'est pour les archétypes de base, hein, parce qu'après si vous jouez Océan Dragon, vous en aurez d'autres de la Grèce antique ou autre, mais dans les archétypes de base, moi j'en ai pris un de ceux-là. Donc on choisit une école dans laquelle, le personnage aura des prédispositions et moi, c'est l'école d'abjuration qui qui est donc une école pour, se protéger, hein, globalement, c'est vraiment ça et bah, vous allez voir, un peu à l'action ce que ça permet de faire. Je précise, il y a 8 écoles. Il y a 8 écoles de magie, dans le jeu, pas 12. 8, ça fait déjà beaucoup. Donc on a l'abjuration, donc effectivement, qui est une magie plutôt protectrice. Chaque sort appartient à une école de magie donnée. Quel que soit le niveau du sort, il a forcément un certain nombre de propriétés, dont une école. Donc l'abjuration, le bouclier de la foi dont je parlais tout à l'heure est un sort d'abjuration. On a l'abjuration, l'invocation qui est le fait d'invoquer des créatures, l'évocation, c'est tout ce qui est boule de feu, tout ce qui est élémentaire. La transmutation, ça va être transformer des choses. On a la nécromancie, on a, j'en oublie toujours 2 ou 3.
L'illusion. L'illusion, merci. L'illusion, ça passe sous sens. L'enchantement, qui consiste à influencer les gens de manière magique, tout ce qui est charme. Et ouais, je La crois que j'en ai. transmute. La transmute, je l'ai dit, ouais, je dois en avoir 7 sur 8, un truc comme ça. Bref, c'est pas très très important. On passe notre temps à les chercher à chaque fois. Mais en gros, ouais, les magiciens, les sous-classes, les archétypes de base des magiciens, c'est de se spécialiser dans un de ces types de magie, ce qui va les rendre de manière générale plus puissants quand ils utilisent les sorts en question. Voilà pour ça. Et donc, on verra peut-être en jeu comment se passe, à moins que tu veuilles qu'on rentre déjà dans les détails du fonctionnement de ton personnage. Il y aura le temps de le faire au premier matin quand je Très bien. ferai les popotes. Très bien. Ne passons pas trop de temps là-dessus. Je précise néanmoins, sans donner trop de détails, que le magicien, c'est un peu spécial. Au niveau des lanceurs de sorts, des lanceurs de sorts pleinement, hein, je ne parle pas du paladin ou du rôdeur, mais les lanceurs de sorts, il y a ceux qui apprennent des sorts de manière définitive, d'accord? Le barde, l'ensorceleur. Eux, à chaque niveau, ils apprennent des sorts parmi toute la liste disponible dans leur classe et ils connaissent ces sorts de manière plus ou moins définitive. Voilà. Ils choisissent au fur et à mesure de l'évolution de leur personnage quels sorts ils peuvent lancer. À côté de ça, on a les classes qui préparent leurs sorts, notamment les clercs et les druides. Eux, ils n'ont pas envie de choisir. Ils vont pas déterminer un sort à apprendre à chaque niveau. Eux, pendant le jeu, enfin chaque matin, ils vont regarder toute leur liste de sorts qu'ils ont, tous les sorts qui leur sont accessibles. Donc selon le niveau du personnage, ça peut être tous les sorts du niveau 1 ou tous les sorts du niveau 1 et 2, 1, 2, 3, peu importe, ils regardent tout. Et ils ont un certain nombre de sorts qu'ils vont pouvoir préparer chaque matin. Ça veut dire que pendant la journée, ils pourront lancer ces sorts-là. C'est un couteau suisse, c'est absolument énorme. Ça veut dire qu'en fonction de ce qu'ils vont faire dans la journée, est-ce que ça va être un combat? Est-ce que ça va être un voyage? Est-ce que ça va être des interactions parce qu'ils arrivent dans une nouvelle ville? Le clerc et le druide vont pouvoir, le matin, se dire « Ok, aujourd'hui, je vais avoir besoin de tel sort, de tel sort ». Ils choisissent parmi les dizaines, voire centaines de sorts auxquels ils peuvent accéder et ils vont les préparer chaque matin. Ça, c'est très cool. Et donc, on a ceux qui apprennent leurs sorts, on a ceux qui préparent leurs sorts et on a les magiciens. Pour les deux. Qui est une troisième catégorie. Apprennent un peu dans le pourquoi pas. grimoire, mais qui doivent les réapprendre parce qu'ils ont oublié dans leur bouquin. Ouais, les magiciens, bon, c'est la classe de lanceurs de sorts la plus classique, la plus emblématique et la plus puissante. C'est ceux qui ont la plus grande liste de sorts. Je parlais tout à l'heure des sorts qui sont accessibles à certaines classes. Les magiciens, c'est ceux qui en ont le plus. Ils sont très, très polyvalents. Et eux, leur truc, c'est à la fois ils apprennent et ils préparent. C'est-à-dire que ils apprennent de nouveaux sorts à chaque fois qu'ils montent de niveau et ils en apprennent plus que les autres. Ils en apprennent 2 par niveau au lieu d'un seul. Et déjà, ils démarrent avec plus de niveaux que les autres. Ils démarrent avec 6 sorts de mémoire. Je ne parle pas des cantrips, je parle uniquement des sorts de niveau 1 ou plus. Donc, ils ont un certain nombre de sorts qu'ils apprennent et qu'ils notent dans leur grimoire. Et chaque matin, parmi tous les sorts qu'ils ont appris, ils vont pouvoir en préparer certains. Donc, c'est un mix entre les deux. Ils apprennent des sorts, mais ils en apprennent plus. Donc, ils se constituent leur propre liste. Et dans cette liste, ils vont pouvoir préparer les sorts qui leur semblent le plus appropriés pour ce qu'ils auront à faire dans la journée. Voilà. Et dernière précision, qu'est-ce qui détermine le nombre de sorts qu'on peut préparer? De manière générale, c'est le niveau de personnage plus le modificateur de caractéristiques d'incantation. D'accord? Je ne sais pas si on avait abordé ce point la dernière fois. La caractéristique d'incantation, ça va être celle qui lui sert à lancer de la magie. C'est l'une des 3 caractéristiques mentales. Les magiciens lancent de la magie avec leur... Les bardes, les ensorceleurs, les sorciers et les paladins, mais bon, peu importe, lancent des sorts avec le charisme. Et les clercs, les druides, les rôdeurs, lancent leurs sorts avec la sagesse. Je crois que j'ai oublié personne. Et donc, le modificateur à cette caractéristique, qui est le petit chiffre compris entre -1 et +4 ou 5, ou moins, c'est ce qui va leur servir à lancer des sorts, et c'est également ce qui va déterminer le nombre de sorts qu'ils peuvent préparer dans le cas des clercs, des druides et des magiciens. Voilà. Encore une fois, un gros aparté sur la magie, parce que, évidemment, c'est un paramètre un peu plus complexe dans le jeu. Les lanceurs de sorts sont... Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il vaut mieux éviter de commencer avec un lanceur de sorts et a fortiori éviter de commencer avec un clerc ou un druide, n'est-ce pas, chat? Puisque non seulement la magie c'est compliqué, mais qu'en plus, ce sont des lanceurs de sorts qui ont potentiellement accès à tous les sorts. Donc, il faut connaître vaguement un petit peu tout ce qui se fait. Et donc, quand on commence à jouer, évidemment, on ne peut pas savoir ce que font des dizaines de sorts. Voilà pour ça.
Et je J'ai mis pour le précise stream, également, Beaucoup de temps sur. l'image de Germain. voilà, tout à fait. Germain, Tu passes magnifique. beaucoup de temps à fouiller le guide des sorts et à lire tous les sorts. Quand j'avais fait mon clerc, je pense que j'ai pris plusieurs heures à décider quel sort j'allais mettre au démarrage. C'est ça. Alors, je tiens à faire une aparté d'ailleurs là-dessus. Donjons et Dragons 5 est donc sur une licence OLG, ça OGL. OLG, c'est notre client, c'est notre client de Tarot, rien à voir. OGL, et donc il y a un certain nombre de livres de sorts, enfin de sorts qui sont présents essentiellement dans le manuel du joueur et le manuel du MJ, qui sont disponibles en fait en ligne. Et vous avez des très bons sites comme le fameux aidedd.org, qui est un peu la bible française de Donjons et Dragons. Donc si un jour vous avez envie de vous y mettre et que vous allez créer votre perso pour la première fois et que vous voulez avoir une liste de sorts un peu facile à retrouver avec des petits résumés et aussi du détail et que vous pouvez organiser, allez sur aidedd.org, ils ont un super bon module qui vous liste tous les sorts, classés par type, par école de magie, par ce que ça fait, est-ce que ça fait des dégâts, etc. Voilà. Tout à fait. Il y a une grande majorité du contenu de base de donjon, donc effectivement ce qu'on a dans le livre du joueur. Et on a quelques éléments aussi qui viennent des extensions. C'est assez complet. Évidemment, il n'y a pas tout. Parfois, c'est uniquement le nom du sort, mais il n'y a pas la totalité de la description, quand c'est certains bouquins d'extension plus récentes. Mais bref, effectivement, ça peut être une bonne idée. Et il y a aussi, pas seulement les sorts, mais il y a beaucoup d'éléments des règles du jeu. Voilà, vous avez tout ce qui est création de personnages, vous pouvez la faire, les règles de combat, les règles d'aventure, etc. Quasiment tout ce que j'explique depuis le début de ces vidéos, vous pouvez le trouver sur des sites tels que celui-là. Yes, et donc, dernière précision concernant le personnage de Germain. Notre ami Villemot a fait un choix audacieux. Parce que quand on crée un personnage, on détermine ses valeurs de caractéristiques. Donc sur ces 6 caractéristiques, qui, à L6, permettent de déterminer dans quel domaine un personnage va être plus ou moins fort d'un point de vue technique, purement. Il y a des stratégies, voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails du Theorycraft, mais ce qu'a fait notre ami Villemot, c'est qu'il a dit, mon personnage, il va être très très balèze dans ce qu'on appelle les caractéristiques mentales, qui sont l'intelligence, la sagesse et le charisme, et il va être très très nul, enfin très très nul pour un personnage de niveau 1. Je suis très très nul. Dans les caractéristiques qu'on appelle les caractéristiques physiques, à savoir la force, la dextérité et la constitution. C'est un choix qui est très audacieux et qui va tout à fait avec le RP du personnage. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sachez que ce personnage est une chips. Attends, tu vas voir. Avoir J'ai peu des bonus. Avoir peu de Oui. dextérité, ça signifie notamment qu'on a peu de CA, donc on va prendre plus facilement des coups. Avoir Classe peu de d'armure. constitution, classe d'armure, merci. Avoir peu de constitution, ça veut dire qu'on a peu de points de vie. Avoir peu de force, bon, c'est pas très grave. La force, concrètement, il n'y a que les barbares, les paladins qui en ont besoin. On va pas se mentir. Bon, en général, la force, on s'en fout un peu. Mais donc, voilà, on va voir comment notre ami Villemot a géré son build de manière à pouvoir quand même éviter de tomber au premier caillou qu'il reçoit. Ça va être Moi, je très, tiens très quand rigolo à même voir. Le pouvoir de l'amitié, hein, c'est les poteaux devant. Hein. Je tiens quand même à faire une aparté là-dessus. Moi, je conseille à tous les joueurs qui commencent dans Donjon et qui ont envie de faire des persos, faites une dump stat, faites au moins une stat Oui. où vous avez un score de merde. Parce Oui. qu'en fait, ça va vous créer des situations un petit peu compliquées, forcément, où il y a des trucs où vous ne serez pas bon, mais c'est tellement drôle. Et enfin, vraiment, quand on fait du jeu de rôle, c'est aussi pour avoir des situations un peu cocasses, et ça, c'est le meilleur moyen, quoi, d'avoir une stat où on est tout pourri et où on sait qu'on va se planter, mais on le fait quand même parce que c'est marrant. Franchement, il faut y aller. Tout à fait. Dumper les stats. Alors, peut-être 3 stats à dumper, ça fait quand même beaucoup. Oui. Mais- Surtout 3 stats physiques. Oui. Parce que comme disait un pote à moi, un PJ mort, c'est pas très marrant à jouer. Je suis pas loin de mon EHPAD hein, déjà. C'est pour ça aussi. Et pour rebondir sur ce que disait Momo, toujours dans l'intérêt du RP, je précise également que c'est pas parce qu'on dump une certaine stat, donc on prend un très bas, souvent parce qu'on n'a pas le choix, soit au tirage de dés, soit quand on prend des valeurs préétablies, souvent on se retrouve avec une valeur de caractéristique qui va être très basse et on doit choisir où est-ce qu'on la cale. Souvent on dump la force ou on dump l'intelligence, parce que c'est 2 caractéristiques très spécifiques qui sont utiles à des personnages très précis. Comme je viens de le dire, la force, c'est surtout pour les barbares
et les paladins. L'intelligence, c'est pour les magiciens, éventuellement les roublards qui sont Peut-être. spécialisés en intelligence. Mais voilà, sur les 12 classes de base, en tout cas, c'est les caractéristiques les moins utiles, entre guillemets, en termes de polyvalence, en termes de diversité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dumper une autre stat, du moment que ça n'handicape pas le personnage de manière très forte. Et même si on dump ces stats-là, attention, ça ne veut pas dire que ça va forcément déterminer un certain type de RP. Un personnage qui a dump son intelligence, ça ne veut pas dire qu'il est débile. D'accord? Puisque l'intelligence, je le rappelle également, l'intelligence en tant que caractéristique dans le jeu, c'est pas l'ensemble des facultés intellectuelles d'un personnage. L'intelligence, c'est la capacité d'analyser et de se souvenir. Donc c'est vraiment très, très ciblé. D'accord? La sagesse est une forme d'intelligence dans le jeu. La sagesse, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est le fait d'interpréter correctement les choses autour de soi. Voilà, c'est le fait d'être attentif. Donc voilà, c'est un personnage qui est très bas en intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement stupide. Ça veut dire qu'il va être très distrait. Ça veut dire qu'il va avoir une très mauvaise mémoire. D'autres choses qui peuvent être très, très drôles à jouer et faire des choses surprenantes. Pareil, un personnage qui est très, très bas en charisme, ça ne va pas forcément dire qu'il est très timide. Ça peut être qu'il a aucun filtre et qu'il dit absolument tout ce qu'il pense aux gens. Ça, c'est une valeur de charisme très, très basse. C'est très, très gênante socialement, mais ça peut créer des scènes très, très drôles. Voilà pour ça. Voilà pour notre ami Germain. Qui souhaite prendre la suite? Je vais y aller, écoute. Alors, Allez. attendez, je vais vous montrer l'image de mon petit personnage, si je la retrouve. Voici. On prend encore 10-15 minutes là-dessus et après on Non. démarre. Voilà, donc moi ce soir je vais jouer Jaco. Jaco qui est un elfe des bois, et qui est un moine. Alors dans Donjons et Dragons, les moines, mécaniquement parlant, ce sont des gens qui font des arts martiaux, qui se battent à main nue. Et donc toutes les mécaniques de jeu qui y sont associées, ça va être d'attaquer souvent, d'être agile, de se déplacer rapidement, notamment Tony parlait de la vitesse de déplacement en disant que les personnages se déplacent à 9 mètres par round. Typiquement, le moine a des bonus et l'elfe a encore plus de bonus. Donc mon personnage se déplace à 13,50 m par tour, ce qui représente au moins 2 cases de plus, je pense, 2 ou 3 cases de plus même. Ouais, ça. Je crois. Donc c'est Pas spécialement volontaire, mais bon, c'est rigolo. 50% de déplacement en plus. C'est ça. Donc voilà, le moine est orienté comme ça, notamment le moine. Alors on parlait de classe d'armure, la classe d'armure, la CA, classe d'armure, c'est la capacité à ne pas être touché par les adversaires. Et il y a un calcul de base qui dit c'est ton armure, enfin de base c'est ta dextérité. C'est 10 plus ton modificateur de dextérité. Plus tu as une haute dextérité, plus tu es capable d'esquiver. Certains, comme le barbare, rajoutent à la dextérité la constitution, parce qu'ils sont costauds, donc ils parent les coups par leurs muscles. Et le moine rajoute sa sagesse, parce qu'en fait c'est un maître d'arts martiaux, donc il est capable de voir les coups arriver, et sa sagesse et sa compréhension de son environnement, comme disait Zoni, lui permettent d'esquiver les coups plus facilement. Voilà, ça fait partie des mécaniques un petit peu propres aux moines dans ce jeu. Et donc Jaco, c'est un elfe des bois, et les puristes diront que les elfes n'ont pas de barbe. Mais Jaco, c'est un peu un espèce de garde forestier, jardinier presque, qui vit dans cette forêt et qui la protège depuis longtemps. Et donc la nature, voilà, fait que sa barbe a poussé un peu miraculeusement, presque comme du lierre. Il a un peu une tête de druide, mais c'est pas un druide. Et puis Jaco, ouais, il est gardien d'une forêt où il se passe pas grand-chose en pratique, hein. Donc il n'a pas eu beaucoup besoin d'apprendre à se défendre. Et, voilà, il entretient la forêt, de temps en temps il y a un brigand de passage qui se fait dégager à coups de bâton, voire même il envoie un ours local pour lui faire peur, mais bon, lui, il fait pas grand-chose. C'est pour ça qu'il est vieux, mais bon, mécaniquement, il est niveau 2, quoi. Bon, il sait se battre, gentiment. Mais voilà, c'est un peu tout. Et voilà. C'est ça. Vous le comprenez peut-être au fur et à mesure, hein, effectivement, nous avons un thème pour notre groupe de PJ, un thème qui s'est imposé de lui-même. Voilà. Il y a eu un premier PJ, puis un deuxième, et j'ai fait bon, ok. Vous allez tous jouer des vieillards, c'est ça? Oui, très bien. Ok. Pourquoi pas? Ça va être très drôle.
Petit complément d'information par rapport à la CA, la classe d'armure dont tu parlais, effectivement, elle est assez mal nommée, puisque, bah, du coup, tous les cas que tu as décrits ne comportaient aucune armure. Tout Le à fait. barbare et le moine ont donc la capacité de pouvoir esquiver ou encaisser les coups sans porter d'armure. Ce dont tu parlais ne fonctionne que lorsqu'ils ne portent pas d'armure. Et les classes plus traditionnelles, les classes de combat plus traditionnelles comme le guerrier, le paladin, le rôdeur, eux n'ont pas ces capacités d'esquive ou d'encaissement et peuvent eux mettre des armures, qui va faire, la même chose, c'est-à-dire, au lieu de faire 10 plus la dextérité seulement, cette armure va permettre de faire 11 ou 12 ou 13 plus la dextérité. Donc ça va offrir une protection supplémentaire, qui va les aider à ne pas, souffrir des coups, Il y a qu'ils il y a pourraient beaucoup de autrement concepts, recevoir. il y a beaucoup de concepts dans Donjon qui sont issus notamment des anciennes versions, et donc voilà, la classe d'armure, c'est parce qu'on porte une armure. Les points de vie, c'est parce que, bah, on se prend des coups et on finit blessé. Mais qui en pratique, quand on joue vraiment à RP, ne sont pas forcément exactement comme le nom l'indique. Donc la classe d'armure, c'est la capacité à esquiver. Plus on a une classe d'armure élevée, moins on va se prendre de coups, mais ça implique, voilà, soit qu'on est très costaud, soit qu'on est très agile, soit qu'on a une grosse armure, soit parfois juste qu'on a une espèce de champ de force ou de champ de chance, Mmh. pourquoi pas, qui peut repousser un peu les attaques. Tout à fait. De la même façon, les points de vie, traditionnellement, on parle de points de vie dans à peu près tous les RPG du monde, sauf que concrètement, les points de vie, c'est pas le nombre de blessures qu'on est capable d'encaisser, c'est le nombre de blessures potentiellement mortelles qu'on va pas réellement se prendre, quoi. Donc ça peut être une blessure mortelle, mais qu'on a un petit peu esquivé, qui va juste nous faire une effilochade, ou un peu un petit coup de chance qui fait qu'on s'est pris le coup d'épée ici, mais voilà. Ce qui explique qu'en fait, quand on est à 1 point de vie, on est en vie, et quand on est à 0 point de vie, on est KO, quoi. C'est parce qu'on s'est pas vidé de son sang, c'est juste qu'on a pris des La coups, roue qui tourne, on ouais. a un peu quand même esquivé des trucs, même si concrètement, c'est pas passé loin, quoi. Mais ça veut pas forcément dire qu'on se prend des flèches à longueur de combat et qu'on est criblé de flèches à la fin, et que, mais tant qu'on a un point de vie, ça va, quoi. Voilà, il y D'ailleurs, a, il y a un peu ces subtilités de RP à analyser par rapport aux règles, qui sont intéressantes, notamment pour jouer son personnage derrière, pour jouer de manière RP son personnage. mmh, et j'ajouterais que la difficulté supplémentaire pour les points de vie, c'est qu'en plus, c'est mal traduit entre guillemets. En anglais, c'est hit points, c'est pas life points ou quoi que ce soit. Donc c'est les points de coups, c'est le nombre de coups, qu'on peut prendre, en gros, et non pas notre quantité de vie. Mm. C'est le nombre d'attaques qu'on peut subir avant, avant de tomber, de s'écrouler, C'est d'être ça. inconscient ou d'être, Et on en parlait justement hier avec Tony, mais c'est typiquement illustré par un conseil qu'a donné un des concepteurs du jeu, qui disait si un ennemi, un brigand, prend un joueur en otage, lui plaque une dague sur la gorge. Si l'ennemi plante la dague dans la gorge du joueur, il n'y a pas de on va faire un jet et peut-être ça touche, peut-être ça touche pas et j'inflige mes dégâts. Le mec s'est pris une dague dans la gorge, il meurt. Enfin, ou il se fait égorger. Il n'y a pas de coup critique, il n'y a pas de hit point perdu. Voilà, c'est la réalité de la chose, c'est qu'on s'est fait égorger. Donc on meurt. Ce qui explique, voilà, ce qui permet un peu de mieux comprendre ces HP, ces hit points, comme c'est tous ces moments où on a failli se prendre un coup grave et en fait, ça devient de plus en plus chaud au fur et à mesure où on les perd, quoi. Sans et il y a forcément qu'on se fasse couper un bras. Et il y a plein de manières de jouer, il y a plein de variantes possibles sur les règles. Heu, donc voilà, chacun peut trouver, la manière qu'il préfère et le plus important, c'est que les joueurs et le MJ, se calent bien ensemble pour définir quel type de jeu on va adopter au sein même de donjons et de ses règles, hein. Et donc est-ce que ça va être plus ou moins mortel? Est-ce que ça va être plus ou moins narratif? Est-ce que machin? Voilà, on peut, tout à fait, prendre des règles alternatives, voire s'affranchir règles. Si tout le monde est OK autour de la table et que tout le monde préfère jouer comme ça, il y a aucun souci. Très bien, avançons. Donc sans trop rentrer dans les détails, des capacités de ton personnage, parce que ça aussi on va le découvrir petit à petit. Tu as mentionné le fait que, il avait des bonus à la vitesse qui lui venaient à la fois de sa classe et de sa race, puisque c'est un elfe, à barbe, mais un elfe. Donc par conséquent, ton personnage va vite. Et je mentionnerai uniquement 2 choses concernant le moine. On les avait déjà un petit peu vues avec Laurent qui avait joué moine la dernière fois. Le moine, il a la capacité, de faire assez mal avec ses poings. Il peut taper à main nue et faire plus mal qu'une autre classe avec ça. Il a également la capacité, au niveau 2, de focaliser son énergie vitale, son ki, les moines étant pas mal inspirés, des traditions asiatiques,
de focaliser son énergie vitale pour faire un certain nombre de choses qui, assez fréquemment, requièrent l'utilisation de son action bonus, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, en général, le moine, il va se servir de son action pour attaquer, et il va se servir de son action bonus pour attaquer encore plus, ou bien pour esquiver les coups, pour se mettre à l'abri, pour aller plus vite. Voilà, il a un certain nombre d'utilisations de ces points qui sont une ressource qui démarre à partir du niveau 2. Au niveau 1, il n'en a pas, si je dis pas de conneries. Au C'est niveau ça. 2, il a 2 points ki. Et après, Il y en voilà, a il a un toujours par niveau. un par niveau. Il a toujours autant de points de ki que son niveau. Ces points ki se récupèrent, je ne sais jamais, en repos. euh, Repos long. Non, repos court, pardon. Pas pour moi. Ok. Il récupère les points ki en repos court. Voilà. Ça dépend. Chaque personnage a vraiment son truc. Les rages du barbare, les points ki du moine. On va voir les points de sorcellerie de l'ensorceleur. Le moine, il peut récupérer ses points ki en repos court. Important. Donc voilà pour ça. Ça, ce sont un peu les composantes de base de notre moine, qui pour l'instant est encore un moine de tronc commun. Hein. Le moine fait partie de la majorité des classes qui développent leur archétype au niveau 3. Donc pour l'instant, notre moine est semblable à tous les autres moines, modulo des choix que tu as pu faire sur ce build. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur notre ami Charcot? Très bien. On va donc pouvoir attaquer le dernier de nos PJ grabataires, avant de commencer Peut-être le à moins les grabataire mettre en du jour. scène. Pas forcément. Est-ce que Chat, tu vas nous parler de ton personnage? Oui, donc mon personnage effectivement est elle aussi une senior, 70 printemps à son actif, donc elle commence aussi à être à avoir un peu d'âge, même si elle se maintient en forme, notamment grâce à des petits exercices d'assouplissement et de yoga qu'elle pratique régulièrement. Puisque cette ensorceleuse donc, qui s'appelle Dentrata, qu'on surnomme Dena pour plus de facilité, a une petite particularité. Elle est en effet depuis l'âge de ses 12 ans possédée. D'ailleurs, c'est pas un secret, mais elle est possédée par un démon depuis ses 12 ans, ce qui fait d'elle une tiefling. Avant ça, elle appartenait à une lignée assez ancienne, mais qui avait perdu son pouvoir avec un lien avec les dragons. Mais c'était il y a très longtemps, donc elle n'avait bien sûr pas d'attributs. C'était pas draconique au sens où on l'entend. Je crois que c'est les drachéides qu'il y a dans D&D. Si je dis pas de bêtises, on n'est pas là-dessus, mais c'est une lignée qui avait un fort lien avec les dragons, puisqu'ils en vénéraient un en particulier, qui était le dragon d'argent. Dans sa famille, c'était des prêtres et tout ça. Et ils ont passé un pacte avec un démon pour essayer de sauvegarder cet héritage et de préserver les pouvoirs de leur famille, la force de leur sang, en donnant en échange Dentrata, qui, quand elle a eu 12 ans, du coup, est devenue l'hôte du démon. Elle s'est enfuie, elle a foutu le feu grâce au démon à la moitié de son village, en tuant au passage certains membres de sa famille, et elle leur a piqué un pendentif un petit peu particulier, qui est lié à la glace notamment. Et résultat, depuis ce jour-là, elle se retrouve à la fois possédée par ce dragon, mais aussi par le démon. Donc, elle a la particularité d'être un peu embêtée, puisqu'elle est peut-être en forme physiquement, mais la moitié du temps, c'est la guerre dans sa tête, puisque le dragon et le démon n'arrêtent pas de se chamailler. Ce qui fait d'elle quelqu'un de très sympathique, mais surtout de très distrait, puisqu'elle a tendance à être... il y a une conversation en permanence dans sa tête, donc c'est pas toujours facile de suivre ce qui se passe à côté. Selon si l'un ou l'autre prend le dessus, elle utilisera plutôt des attraits de feu ou des attraits de glace dans ses sorts. C'est ce qui explique aussi pour une tiefling son apparence peu commune, puisqu'elle est entièrement blanche à l'exception de ses yeux, qui restent des yeux tieflins classiques. C'est la glace du dragon qui luttait contre le feu du démon. Voilà un peu pour le côté fluff qu'il y a autour. Et qu'est-ce qu'elle a foutu ces 60 dernières années pour n'être que niveau 2 ? Eh bien, comme c'est une ensorceleuse de cette lignée draconique, sa magie est apparue de façon un peu spontanée. Elle n'a pas eu d'école, elle n'a pas eu de choses comme ça. Donc, elle a appris un peu sur le tas, ce genre de choses, à droite à gauche. Mais surtout, elle a passé beaucoup de temps pour survivre, plutôt à entuber les autres que à vraiment utiliser sa magie. Ce
qui fait que elle est niveau 2, mais par contre, elle est très forte en ce qui concerne la tromperie, le déguisement et autres petites choses qui m'ont permis de survivre jusque-là. Donc, elle n'a pas forcément survécu grâce à malgré qu'à 12 piges, elle s'est retrouvée perdue au milieu de la pampa, à devoir se débrouiller toute seule. Elle s'est surtout débrouillée en arnaquant les autres plutôt que, et en mentant, plutôt que en combattant. Voilà. Et du coup, ce qui est assez marrant avec l'ensorceleur, je trouve en tout cas, c'est effectivement, il y a des sorts qui ont été effectivement beaucoup plus simples à choisir que pour le clerc. J'ai passé beaucoup moins de temps. J'avais beaucoup aimé faire ma claire, mais quand même, c'était long. Voilà, on peut jouer sur cette dualité-là. Et il y a un sort très marrant que j'ai bien sûr ajouté à ma liste des sorts, qui est éclair de chaos, puisque quitte à faire un personnage qui n'a pas le contrôle de sa personnalité un jour sur deux, autant aller jusqu'au bout. Et laisser le hasard décider quand elle balance cette attaque. Voilà. Donc on a joué 2 vieux qui ont survécu pépouze jusqu'ici, pour finalement se retrouver dans le groupe avec une génératrice de chaos sur place. On est ravis. Et donc, ouais, ce qui est super intéressant, surtout sur ce personnage-là, c'est qu'effectivement, toutes les données techniques liées à la race, à la classe, à tout ce que tu veux, à l'historique même d'un personnage, qui a déterminé ses capacités et leur puissance, sont également des sources d'inspiration RP. Puisque là, Chat, qui m'a donc envoyé un background d'une page et demie après avoir fait son personnage, alors que c'est un one-shot et que, a priori, ce personnage ne servira que pour ce soir, mais peut-être pas, sait-on jamais. Franchement, ça m'a pas pris longtemps. Par rapport à faire l'affiche, ouais, c'est ça. Mais du coup, ce qui est très cool, c'est qu'on peut, en fait, personnellement, ma philosophie de Donjons et Dragons et de la 5e en général, hein, c'est que les règles sont là pour assurer l'équité et l'entente de tout le monde autour de la table. On fonctionne sur une même base, d'accord. Et autour de ça, on peut broder comme on veut, du moment qu'on respecte les règles et qu'éventuellement on les tord un petit peu quand le MJ est OK sur des séquences particulièrement cool. Voilà, au bout d'un moment, ce qui compte, c'est de se marrer. Mais on peut fluffer, on peut habiller comme on le veut, tout ça. Et le jeu nous y encourage, hein. On nous dit par exemple que quand vous lancez un sort, le sort a une certaine description dans sa fiche, mais vous n'êtes pas obligé de la respecter. Vous pouvez très bien le décrire autrement par rapport à la manière dont votre personnage fait de la magie. Quand vous lancez un trait de feu, voilà, c'est pas forcément une boule de feu qui va partir de votre main et exploser sur votre ennemi. Vous pouvez très bien dire que vous faites tomber un truc du ciel sur lui. Vous pouvez très bien dire que vous créez une explosion de feu sous ses pieds ou toute autre chose. De toute façon, mécaniquement, ça va être la même chose. Ça va faire tant pour toucher, ça va faire tant de dégâts de tel type. Mais vous pouvez vraiment décréter que ça, visuellement et dans la signification, ça fonctionne autrement. Et c'est ça la part de liberté et de créativité qui est très très cool, y compris dans la création de personnages. Par exemple, le fait de jouer un tieflin, qui est une espèce de race hybride entre un humain et un démon ou un diable, peut être généré de différentes manières. Il y a eu juste une influence fiellonne. Les fiellons, c'est les diables ou les démons, et les Yurgoloth, mais on s'en fout. Il y a eu une influence sur la famille qui fait que le personnage en question est un tieflin, donc une sorte de demi-fielon, si on veut. Mais il y a potentiellement plein de raisons possibles à ça. Et Chat en a créé une qui fonctionnait avec son historique de personnage qu'elle a choisi. L'historique, je le rappelle, ça détermine le passé du personnage, ce qu'il faisait avant de devenir aventurier et d'avoir sa classe, entre autres. Donc ça, c'est très, très cool. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un ensorceleur? Un ensorceleur, c'est une classe de full caster, un lanceur de sorts complet, dont la puissance lui vient de l'intérieur. D'accord? Contrairement au magicien qui a appris la magie par l'étude, qui a un grimoire, l'ensorceleur, non, lui, il a ses sorts à l'intérieur de lui. Il a notamment plus de cantrips, plus de sorts mineurs que les autres classes, en général. Parce qu'il a vraiment ce côté, il peut lancer ses sorts à volonté, c'est une fontaine d'énergie qu'il a en lui. Et il a des sorts assez caractéristiques, des sorts assez puissants. Il en a un peu moins que les autres. Mais
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est à partir du niveau 3, mais il peut faire des choses rigolotes avec ses sorts. Il peut, briser les règles un petit peu. Il peut justement lancer certains sorts avec une action bonus et non pas avec une action. Voilà, il peut un peu tordre les règles comme ça. C'est la méta-magie, on ne s'attardera pas dessus parce que, ce personnage n'est que niveau 2, pour l'instant, et il n'a pas non plus de sous-classe. L'ensorceleur débloque également sa sous-classe au niveau 3. En revanche, ce que notre personnage, d'ensorceleur niveau 2 a, ce sont des points de sorcellerie. Tout comme le moine qui a des points ki, l'ensorceleur, à partir du niveau 2, a autant de points ki que son niveau. Donc actuellement, il en a 2. Ces points ki seront utilisés à partir du niveau 3 pour faire de la métamagie. Actuellement, au niveau 2, les points ki lui servent à une seule chose, ça lui sert à récupérer des emplacements de sorts. Je l'ai dit tout à l'heure, on a un certain nombre de sorts qu'on peut lancer par jour, quels que soient les sorts qu'on décide de lancer par ce biais. On a un certain nombre d'emplacements de sorts et une fois que ces emplacements sont consommés, on ne peut plus lancer de sorts avant un repos long. Je parle pour l'ensemble des lanceurs de sorts, hein. Le sorcier récupère ses emplacements en repos court. Bref. L'ensorceleur, il peut utiliser ses points de sorcellerie, donc la puissance magique qu'il a à l'intérieur de lui, pour récupérer un emplacement de sort. En l'occurrence, et via une action bonus, donc on peut faire ça en combat sans sacrifier son action, l'ensorceleur peut utiliser son action bonus pour consommer 2 points de sorcellerie et récupérer un emplacement de sort, qu'il peut donc utiliser tout de suite après, avec son action par exemple, pour lancer un sort. Voilà, donc virtuellement, l'ensorceleur a, au niveau 2, non pas 3, mais 4 emplacements de sorts par jour, par rapport à d'autres, lanceurs de sorts. Voilà pour ça et effectivement, on a, comme tous les lanceurs de sorts, l'ensorceleur va pouvoir choisir, sa magie et les sorts qu'il connaît et qu'il va lancer. Et donc là, ce sera un petit peu la surprise de voir, quels sont les sorts, que Chat a choisi pour son personnage. On sait déjà que l'éclair du chaos, voilà, déjà on sait que c'est un sort où on tire au hasard le type de dégâts que ça va faire. Peut-être c'est du feu, peut-être c'est psychique, peut-être c'est de l'acide, on ne sait pas. Voilà. Déjà, c'est assez fun. Et donc du coup, nous avons ce magnifique groupe, voilà, très charismatique, un groupe qui va aller très très loin, qui est déjà allé très très loin dans la vie, mais qui ira peut-être loin dans le scénario de ce soir. Et scénario que je vous propose de démarrer, à moins que vous ayez des questions à ce stade sur vos personnages, sur le jeu, sur le monde, la vie, l'univers. Alors, pas de Je pense que les questions, mais questions le vont temps venir en de... faisant. Mais juste comme là, en plus, on est sur un peu le thème initiation et qu'on parle beaucoup des sorts, etc., et notamment de ces longues listes, il y a aussi, ça je pense, je le conseillerais pas mal, il y a des cartes en fait, enfin, il y a des objets physiques, donc si vous jouez sur table, c'est vraiment une aide incroyable par rapport à quand on joue à distance. Même si vous êtes à distance, d'avoir les cartes chez vous en fait. Le fait de manipuler, vous sollicitez d'autres types, enfin, vous mémorisez beaucoup mieux ce que vous avez en main, vous pouvez beaucoup mieux visualiser chaque jour, notamment le clair qui doit tout le temps changer. Vous avez toutes vos cartes triées par emplacement de sort, enfin par niveau de sort, donc ça vous permet de changer vos cartes chaque jour très facilement. Vous gagnez un temps fou, vous retirez de la charge mentale aussi, et ça donne beaucoup de plaisir à rejouer les casters. Yes, effectivement. Effectivement. Très bien. Ceci étant dit, et je rappelle encore une fois, n'hésitez pas à tout moment à m'interrompre, à interrompre la partie pour poser des questions, si vous en avez. Mais en attendant, on va démarrer notre petite histoire.